Bonsoir, rebonsoir, merci d'être avec nous pour cette plénière, la deuxième de la journée. Quel rôle pour la cybersécurité dans la transformation numérique? Alors la transformation numérique modifie en profondeur nos modes de vie et nos entreprises et même nos organisations. Je ne vous apprends rien, aujourd'hui le monde physique et le monde numérique se superposent, quelle que soit la taille ou l'activité de l'entreprise. Je tiens à le souligner parce que je rencontre, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je suis journaliste sur BFM Business et je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise et on s'aperçoit que même les petites entreprises aujourd'hui ont enclenché un processus de transformation numérique parce qu'elles ont compris qu'il y avait de nouveaux business et souvent elles sont encore fragiles et il faut peut-être aussi les conseiller et les accompagner. Dans cette transformation numérique, effectivement, exige toujours plus de sécurité pour créer ce cadre de confiance nécessaire dans les nouveaux usages, tant par les utilisateurs que les clients. Alors, quel rôle pour la cybersécurité dans cette transformation numérique ? Elle est souvent perçue comme un frein au progrès. Alors, ne pourrait-elle pas, au contraire, jouer un rôle d'accélérateur et de facilitateur dans cette révolution ? Et pour aller plus loin, elle pourrait aussi peut-être instaurer une vraie confiance qui est la base de tout business. Et on va en parler en compagnie de nos invités. À mes côtés, Jacques Marzin, bonsoir. Je vous laisse prendre un micro. Vous êtes le directeur de la DISIC. La DISIC, c'est la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication. Je peux dire en quelque sorte le DSI de l'État. On vous le dit souvent, c'est-à-dire. Oui, tout à fait, c'est plus simple. Ouais. Alors quand on parle de transformation numérique, je parlais tout à l'heure de très petites entreprises qui le font. L'État est aussi en pleine transformation numérique. Je crois même que Thierry Mandon souhaite une accélération de cette transformation numérique. D'un mot rapide, vous en êtes où aujourd'hui ? Effectivement, il n'y a pas beaucoup de discours en ce moment où la transition numérique et l'accélération de cette transition ne soient pas prononcées par nos hommes politiques qui ont bien compris que, comme tous les champs de l'activité des relations humaines, l'administration ne pouvait pas échapper à cette généralisation. On en est où aujourd'hui ? On a posé des actes forts, qui sont des actes d'affirmation de l'existence d'un système d'information de l'État, et non plus de N systèmes d'information ministériels juxtaposés. On a jeté les fondements d'une architecture intentionnelle unificatrice sur ce champ, et on est à l'écoute de toutes les actions politiques menées dans le domaine de la simplification, puisque c'est bien évidemment avant tout cela qu'attendent nos citoyens, nos concitoyens et les entreprises, c'est que leurs procédures administratives soient simplifiées et que nous soyons au service de la satisfaction de leurs besoins, en masquant la réalité de la complexité de notre organisation, assez incontournable compte tenu de la taille et du champ des activités de l'État dans ce pays. J'imagine. À quel horizon vous êtes fixé une date ? Il n'y a pas de... Enfin, je pense que c'est un peu notre problème de ces transitions. Je me méfie beaucoup de l'annonce des grands soirs d'une transformation. En fait, on assiste à l'enclenchement d'une amélioration continue et permanente. Je ne pense pas dans le domaine de la sécurité qu'on pourra dire le contraire. Et donc, imaginez qu'un effort de cette importance a une fin, serait totalement illusoire. Elle a un ensemble de dates, d'échéances courtes, chantier par chantier, sujet par sujet, et non pas un horizon de transformation. La demi-vie de nos applications au sein de l'État, c'est 20 ans. Je parle bien de la demi-vie. D'accord. Donc on ne va pas annoncer le moment où tout aura été refait sur des technologies modernes. C'est pas possible. C'est surtout totalement déraisonnable compte tenu de l'équation économique du pays. Bien entendu. On va parler tout à l'heure ensemble de la cybersécurité, ô combien important dans la transformation numérique de l'État. Vous nous en direz un petit peu plus. J'en profite pour vous dire que vous pouvez tweeter. Vous n'hésitez surtout pas. Vous avez le hashtag qui n'est pas un hashtag mais un arrobase Paul PO2L, vous respectez bien l'espace FIC15 et je suis preneur bien entendu de tous vos commentaires, réactions et de vos questions. Nous sommes également avec Bruno Brocheton, bonjour. Bonjour. Vice-président du SIGREF. Votre mission, promouvoir la culture numérique comme source d'innovation et de performance. La transformation numérique est réellement en marche dans notre pays. On commence déjà à voir de nouveaux modèles d'affaires naître. Tout à fait. Donc le SIGREF, jusque 2010, c'était promouvoir l'usage des systèmes d'information comme source de création de valeur et d'innovation pour les entreprises. Donc vous avez vu qu'on a substitué l'usage des systèmes d'information par culture numérique.
et on a enlevé le mot entreprise à la fin pour reconnaître le côté sociétal. On n'est plus le club informatique des grandes entreprises françaises, on est un réseau de grandes entreprises, les entreprises sont complètement globales. Et donc on a publié plusieurs ouvrages, le premier Entreprise numérique, après on a fait, c'est en 2010, donc entreprise numérique, entreprise qui a une stratégie, un plan d'action dans tous les domaines de son modèle d'affaires. Alors le modèle d'affaires, que ça soit, le mode opératoire ou la proposition de valeur, hein, donc le quoi et le comment. Après, culture numérique, parce qu'on a parlé déjà pas mal de confiance, mais aussi d'ouverture. Aujourd'hui, les entreprises doivent être ouvertes, on va en parler après, mais sur leur écosystème et aussi sur la société. Et là, récemment, on a publié un petit peu les 9 tendances, et enjeux et défis de l'entreprise à l'horizon 2020. Donc pour rebondir sur vos questions précédentes, on travaille sur des plans stratégiques 2010, 2015, 2015, 2020, et dans on a aussi une fondation de recherche. Et ce qu'on avait lancé en 2010 avec une vision en 2020, on voit déjà qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on avait prévu, bon, typiquement la mobilité, etc. Donc on a plusieurs façons de parler de la transformation numérique, je vais essayer d'être très court. La première est tout à fait classique, c'est comment on appréhende et on tire parti de toutes les nouvelles tendances du marché, des technologies et des usages. Donc classiquement, c'est la mobilité, le big data, les analytics, l'Internet des objets, les objets connectés, etc. Ça, c'est le premier type de définition. Plus récemment, si vous allez sur le site sigref.fr, on a essayé de décomposer ça, et je ne vais pas être très long, on reviendra dessus, mais en 9 enjeux et défis pour les dirigeants à l'horizon 2020. Donc je vais vous le faire de mémoire, et j'ai mon anti-sèche, et vous pouvez vérifier sur le net en même temps. Le premier, c'est effectivement réinventer les modèles d'affaires. Alors le titre exact, c'est réinventer les modèles d'affaires ou disparaître. Le deuxième, c'est multiplier les partenariats. Et le troisième, je m'arrêterai là parce qu'on pourrait aller très loin, c'est repenser l'organisation pour innover. Donc vous voyez, on a commencé par 3 éléments importants. Et le 9e, je le cite rapidement parce qu'il y a eu un rapport d'un cabinet de conseil récemment au sujet de la France et du numérique. Et un des 4 éléments qui manquaient en France pour développer la transformation numérique, c'était le e-leadership des dirigeants. Voilà. J'aime beaucoup se réinventer le modèle d'affaires ou disparaître. En préparant ce rendez-vous, je me suis dit, on va peut-être même pas parler des entreprises qui n'ont pas entamé une transformation numérique parce qu'elles ne seront plus là l'année prochaine, il n'y a aucun intérêt. Donc, vous savez... Ça dépasse le cadre de l'entreprise. Hein. C'est des questions qu'on se pose également dans les services publics. C'est aussi un moteur de progrès de se sentir quelque part menacé hein, dans ces missions les plus fondamentales. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il n'y a pas beaucoup de missions régaliennes qui échapperont aux barbares numériques. Et que donc la meilleure façon de lutter, et je pense qu'avec des conséquences sociétales peut-être plus lourdes que la disparition d'une entreprise recréée à côté avec des principes d'action et un business model différent. Et donc c'est vraiment des choses qu'il faut prendre très très au sérieux, y compris dans la sphère publique. Je suis assez peu écouté. Non, mais je suis assez peu entendu. Il y a encore des pans entiers de l'administration qui vivent comme General Motors sans doute, hein, de l'illusion que le navire amiral est absolument indestructible. Je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Le monde de la santé, l'iPhone 6 avec sa partie santé embarquée, montre que ces gens-là n'ont peur de rien et ils auraient bien tort de se gêner. Alors on va parler tout à l'heure de cette brique de cybersécurité. Je vais donner la parole et saluer Alain Boudier, bonsoir. Président du CESIN, qui est le club des experts de la sécurité informatique et du numérique. Vous me disiez, vous, en préparant ce rendez-vous, transformation numérique, vaste sujet. De quoi parle-t-on? Alors effectivement, il y a le numérique au service des utilisateurs, le numérique au service des clients ou des usagers, on vient de le voir. Pour qu'une transformation numérique soit réussie, selon vous, elle passe par quoi? Par cette brique de sécurité qui inspire confiance? Alors tout d'abord, deux mots sur le CESIN. On n'a pas voulu s'appeler le club des RSSI, mais c'est tout comme, puisqu'on a rassemblé au sein de notre club presque 200 RSSI de grandes entreprises, et c'est en leur nom que je m'exprime ce soir. La transformation numérique, il faut effectivement, quand je vous ai dit, il faut savoir de quoi on parle, parce que on rencontre un peu de tout dans ce jargonnage transformation numérique. On a tous connu les grandes aires de
la dématérialisation, où déjà se posaient des questions de sécurité, de valeur probante de ce qu'on faisait dans le monde numérique par rapport à ce qu'on faisait dans le monde papier. Enfin, ça ne nous rajeunit pas de parler de ça. Et on faisait déjà de la transformation numérique, mais on ne le savait pas. Maintenant, effectivement, ce qu'on voit quand même apparaître comme phénomène, c'est qu'on est dans un mode de transformation numérique du sol au plafond. C'est-à-dire que ça touche évidemment les utilisateurs. Alors souvent, le DSI est un petit peu boosté par ces utilisateurs qui veulent évidemment utiliser des outils modernes, mais que le DSI ne pourra jamais être en concurrence avec ce qui se paye chez eux à la maison. Mais néanmoins, donc je passe sur les sujets BIOD, etc. Donc il y a la pression des utilisateurs qui veulent une transformation de leur mode de travail et de leur... voilà, je parle du collaboratif, je parle de tout un tas d'outils que les utilisateurs réclament à corps et à cri. Il y a transformation numérique pour les clients. Quand on s'adresse à des clients, ce qui est le cas quand même de beaucoup de nos entreprises, effectivement, les clients demandent plus et demandent toujours plus. Et en gros... voilà, de l'accès à de l'information partout, avec n'importe quel device, et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis, il y a un autre phénomène qu'on voit apparaître parmi les entreprises, en tout cas qui sont présentes au club. Ce sont des entreprises qui à la limite, se transforment même. C'est-à-dire que vont plus nécessairement faire le même métier que dans le monde traditionnel. Et ça, je pense qu'il y a aussi une vraie question à se poser pour les entreprises, pour les DSI, pour les chefs d'entreprise. C'est quelle est l'entreprise de demain, justement, dans ce monde numérique, et qui n'est pas seulement un sujet de bassement, je dirais, de dématérialisation. C'est bien plus profond que ça. Et on verra ce volet qui nous intéresse, qui est le volet cybersécurité, qui est une brique qui est incontournable dans cette transformation numérique. Et on verra justement, Michel Vandenberg, bonsoir. Bonsoir. Directeur général d'Orange Cyberdéfense. En préparant ce rendez-vous, je lisais, vous avez déclaré cette phrase au journal du Net: la cécité en matière de sécurité est très préjudiciable. C'est une phrase simple, mais elle est tellement vraie. C'est ça votre job, effectivement, d'éclairer un petit peu les gens dans cette transformation numérique en leur disant attention, ça compte, cette brique cybersécurité est aussi importante que tout le reste. Oui, je dirais qu'on a une chance formidable pour les acteurs de la cybersécurité avec la transformation digitale, c'est d'arrêter dans l'après-coup. Aujourd'hui, les acteurs de la cybersécurité, très souvent, on demande d'agir afin que le phénomène soit passé. Il y a eu le phénomène de la consumérisation, il y a eu le phénomène du cloud computing. À chaque fois, on nous a dit maintenant, voilà, il y a des phénomènes qui sont passés, il faut que vous alliez sécuriser ces phénomènes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être un acteur au centre de la transformation digitale de nos clients. Et je pense que la sécurité peut être un facteur différenciateur fort. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va mettre en place une application dans laquelle il aura pris en compte les problématiques de cybersécurité pourra le faire valoir auprès de ses clients. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, nous, chez Orange, le grand public aujourd'hui commence à s'intéresser justement à ces problématiques de qu'est-ce qu'on fait avec mes données personnelles, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ce que je fais aujourd'hui sur Internet. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la transformation digitale impose un changement de culture et qu'aujourd'hui, on a la possibilité, pour une fois, nous, acteurs de la cybersécurité, de participer à cette formidable promesse aujourd'hui de la transformation digitale. Oui. Ça veut dire, selon vous, parce que ce matin on évoquait un petit peu certaines entreprises qui traînent des pieds encore lorsqu'on leur dit qu'il faut investir dans la sécurité. Pour vous, cette sécurité n'est pas maltraitée dans le sens qu'elle est vraiment prise en considération aujourd'hui ? Je pense qu'il y a plus de grands dirigeants aujourd'hui qui se posent la question de la cybersécurité aujourd'hui. Voilà, je pense que l'actualité a fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que les grands dirigeants aujourd'hui en sont conscients et que dans tous les programmes de transformation digitale aujourd'hui, la cybersécurité est prise en compte. Voilà, je dirais c'est un peu comme on met plus de voitures aujourd'hui sur le marché sans qu'il y ait un crash test. Je pense aujourd'hui que nous, chez Orange, en tout cas, toutes nos applications, qu'elles soient pour le domaine de la santé, qu'elles soient pour le domaine de la mobilité aujourd'hui, passe aujourd'hui par la partie cybersécurité, par une sorte de crash test, oui, tout à fait. Ouais. On parlera tout à l'heure, parce que c'est ce qui nous intéresse, le rôle de la cybersécurité dans la transformation. Je vais donner la parole à Loïc Guézo-Salué. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du développement Europe du Sud, c'est ça, chez Train de Micro. Peut-être un petit mot sur Train de Micro ? Alors Train de Micro, c'est un éditeur de solutions de sécurité.
donc qui accompagne les clients ou les fournisseurs de services dans cette transformation numérique en apportant les briques de sécurité, de cybersécurité qui sont nécessaires. Donc on est un éditeur, on a une spécificité, c'est qu'on est un éditeur japonais de sécurité. C'est plutôt positif comme aspect aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il y a aujourd'hui, on est dans l'ère post-Snowden, donc on parle de transformation numérique, de confiance. Donc les cartes sont un petit peu rejouées, brouillées sur certains domaines. Et donc Trade Micro existe depuis 26 ans sur cette activité. La transformation numérique a aussi impacté Trade Micro, c'est-à-dire que historiquement on était une entreprise connue comme on va dire fournisseur d'antivirus. On a accompagné les premières installations de systèmes de messagerie, d'exposition sur le web des entreprises. Et puis on a aussi également transformé toute notre offre pour accompagner cette mutation vers le cloud computing, les data centers mutualisés, et puis la chasse aux barbares numériques, comme on le disait tout à l'heure, donc tout ce qui est identification des contenus très malveillants, attaques très ciblées et partage d'informations avec les organismes de police. Interpol, Europol et la DCPJ en France, par exemple. Et vous êtes partenaire, c'est ça hein, et on est partenaire stratégique au niveau mondial avec Interpol. Parce qu'il y a une petite phrase en préparant ce rendez-vous, vous nous avez dit, depuis justement l'affaire Snowden, de nombreux efforts ont été faits pour expliquer et rassurer, mais il plane toujours quelque chose au-dessus de nous en permanence, un doute sur la fiabilité des systèmes de sécurisation. Là, je répondrai avec une autre casquette. Je suis aussi membre de l'ARCSI, qui est l'association des réservistes du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information. Donc on est dans l'ère post-Snowden. Il y a beaucoup d'informations qui filtrent, qui est maintenant rendu public. Donc on ne peut que constater l'impact de la NSA sur l'ambiance générale du confort, du bien-être des uns et des autres dans cette transformation numérique. Voilà donc pour l'état des lieux. On voulait faire un petit tour de table pour avoir votre approche sur cette transformation numérique. Maintenant, on va s'intéresser à cette question qui est centrale dans cette plénière. Quel rôle pour la cybersécurité dans cette transformation numérique? Vous intervenez, bien entendu, quand vous le souhaitez, mais je voulais demander à Jacques Marzin le rôle de la cybersécurité dans la transformation de l'État. Vaste, alors pas question de dévoiler ici des stratégies secrètes, zut, etc. J'étais là Ah, pour vous en ça. aviez Moi. Non, bien sûr. Si, vous en avez quelques-unes, j'imagine. Oh oui. mais la question, parce qu'elle est double, elle est finalement la sécurité pour les utilisateurs, pour les administrations, mais aussi pour les usagers qui utilisent ces services en ligne. Enfin, comment vous l'abordez, cette question-là? Bon, la question de la sécurité des données du citoyen, des entreprises ou des échanges d'informations internes à l'administration ne se pose pas. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de sécurisation de ces informations-là, il n'y a pas de service public. Certains d'entre vous ont sans doute en mémoire le bug de l'administration fiscale dont j'étais, l'année où on a envoyé la page de gauche de l'avis d'imposition aux voisins dans la rue. Ça a fait, alors que c'était très localisé sur très peu de... Ça fait cela tout le monde, hein. Oui, et c'était pas à l'heure du numérique, c'était bien à l'heure de l'impression. Un problème dans la chaîne d'éditique était responsable de la manœuvre. C'était quand même un bug informatique, hein, oui, pas humain. Donc on voit bien que dans la mesure où chacun souhaite protéger ses données de santé, souhaite protéger ses données fiscales, et protège d'ailleurs par la loi, dans les deux cas, il n'est pas question de lésiner sur la place de la sécurité des systèmes d'information. Donc la question ne se pose pas et on investit lourdement, massivement, autour de l'Agence nationale sur la sécurité des systèmes d'information, des réseaux de fonctionnaires de sécurité des systèmes d'information dans tous les ministères. Donc on peut dire que la préoccupation est permanente et constante. L'énorme difficulté qui est la nôtre, c'est la mise en adéquation de cette exigence fondamentale dans un domaine où on n'en fait jamais assez, avec la vitesse de la transformation et de la satisfaction de la demande sociale sur la simplification des services publics, et l'équation économique. Puisque parallèlement, on me demande de faire entre 20 et 40% d'économies sur les dépenses des systèmes d'information de l'État en 3 à 5 ans. Donc, je pense que c'est une question
sont confrontés, tous les DSI qui sont dans la salle, hein, comme tous les responsables sécurité d'ailleurs. Hein, où est le point d'équilibre entre la nécessité de donner confiance à ceux que l'on sert, que ce soit marchand ou pas marchand, et ce que ça représente dans le business model en termes de coûts. Si c'est pour arriver pour une entreprise à un coût qui est plus du tout compétitif par rapport à la valeur marché de tous ses concurrents, bien entendu, il ne le fera pas, cet investissement complémentaire. La difficulté dans la sphère publique, c'est qu'on n'a pas cet étalonnage de parangonnage externe, puisqu'on est un peu seul dans notre genre, et qu'on n'a pas de valeur de marché, de marge, de coût de revient, qui soit au cœur de nos discussions. Et donc pour moi, quand même, c'est assez sain de revenir sur une idée où, je suis désolé, je vais peut-être être iconoclaste ici, où l'usage est quand même au cœur du problème, avant la sécurité, quoi. Ça me paraît une question fondamentale. Je pourrais prendre des exemples, j'y reviendrai peut-être. Mais il ne faut pas perdre les fondamentaux sur la valeur imminente de l'usage et sur la juste analyse de risque, plutôt que le réflexe technologique de l'application d'une solution sécuritaire. C'est intéressant ce que vous dites. Puisqu'on parle de transformation numérique, bien entendu, il faut qu'il y ait des usages. On va en parler, parce qu'on va voir comment vous l'abordez cette question. Mais Alain Bouillet voulait réagir, et je pense aussi Bruno Brochon. Oui, je pense qu'il y a un sujet, enfin il y a un point important. Ça a été dit ce matin, on a parlé de security by design. Moi, je parlerai de security inside. Je crois que ce qui change et ce qui doit changer, c'est la manière dont on appréhende, et Michel l'a dit aussi, il n'est plus question de bricoler de la sécurité une fois que l'application est à la veille de la mise en production. On fait maintenant de la sécurité, enfin en tout cas c'est ce que je prône dans mon entreprise et c'est ce que nous prônons au Césin, tous ces RSSI que nous sommes, c'est bien de penser sécurité dès le départ. Et dans la stratégie numérique de l'entreprise, on en parlera tout à l'heure, mais on a un nouvel ami, le Chief Digital Officer, qui va focaliser tous ces sujets. Il est clair que tous les projets que nous voyons maintenant apparaître dans l'entreprise, ces sujets de digitalisation, la sécurité est prise dès le départ. Et nous, on ne sait plus, par exemple, dans l'entreprise qui me paye, on ne fait plus une seule livraison d'un applicatif exposé sur le web sans qu'elle passe à des audits de code, à des tests d'intrusion, etc., etc. Donc on livre maintenant, alors c'est du boulot, hein, parce que ça veut dire qu'il faut aussi former les développeurs, il faut aussi que les développeurs développent proprement, mais cette sécurité est vraiment maintenant complètement intégrée. Alors évidemment, on va continuer à acheter des boîtiers chez tous les marchands qui sont présents ici, pour pallier aux failles qui ne manqueront pas d'apparaître. Mais n'empêche qu'on construit sécurité. Et je voulais juste raconter une toute petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière, où il y avait une discussion budgétaire à propos de la sécurisation d'un système dans l'entreprise qui me paye. Et on était chez le directeur du budget de l'entreprise. Et le patron métier chouignait parce que voilà, il n'avait pas assez de moyens pour adresser tous ces problèmes de sécurité. Et c'est le directeur budgétaire qui lui a dit, c'est pas moi, il lui a dit, si tu n'as pas les moyens de sécuriser ton système, tu arrêtes ton business. Ah ouais, mais... Oui. Par rapport... Ah oui, non, mais tout à fait. Mais ça veut dire que déjà, je dirais presque, on a évoqué le terme de cyberculture ce matin, mais ça veut dire que déjà le travail a été fait, la sensibilisation a été faite, mais c'est très intéressant. Bruno Brochon. Sur votre question, on considère qu'aujourd'hui, l'avantage compétitif, c'est le management et la valorisation de l'information. Souvent, des gens écrivent l'information, c'est l'or noir des entreprises aujourd'hui. Donc, il faut absolument protéger cet actif stratégique, sous peine tout simplement d'avoir une énorme crise, à la fois de compétitivité, mais d'image. Je ne vais pas citer un studio de cinéma qui a été attaqué, mais c'est assez désastreux. Aujourd'hui, les systèmes d'information et les technologies numériques sont dans toutes les fonctions de l'entreprise, absolument dans toutes les fonctions. Bien sûr, les processus sont dématérialisés, mais ça va au-delà de ça. Les éléments principaux de la propriété intellectuelle, ils sont tous sous forme numérique. Moi, je suis CIO d'une entreprise qui est leader mondial de l'entertainment, du cinéma, de la télé, etc.
tous nos actifs, hein, les films qui vont sortir en décembre 2015, les schémas 3D des parcs d'attractions qui vont sortir à Shanghai sont tous en 3D. Ouais. Voilà. Donc après, le numérique, c'est aussi une source de risque elle-même. Aujourd'hui, il n'y a aucun plan stratégique d'entreprise. On ne peut pas avoir un plan stratégique et un plan numérique, c'est la même chose. Ben, la sécurité par rapport au numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire dans le plan numérique, dans les investissements, donc aucun compromis sur les investissements. Je crois que c'est Jacques Marzin qui le rappelait tout à l'heure. L'actualité est malheureusement une formidable corde de rappel pour les dirigeants. Voilà, on reviendra peut-être là-dessus. Mais Jacques Marzin disait aussi, finalement, quel est le juste équilibre dans les investissements? On vous cite, hein, on n'arrête pas. Hein. Quel est le juste équilibre dans les investissements dans la sécurité? Voilà, tout à fait. Alors, je vais terminer quand même par une... Et après, je donnerai la parole à je vais faire super court. Et Loïc Guézot, pas de problème. On a, comme toutes les entreprises, on a des missions, des valeurs, etc. Et affichées très clairement, il y en a une qui s'appelle Trust and Transparency, donc en bon français, la confiance et la transparence. C'est-à-dire qu'on veut améliorer, on ne vend plus que du produit, on ne vend plus que du produit et du service, on vend une expérience client. Cette expérience, ça passe par une personnalisation de masse, donc on doit collecter des données sur le client. On commence à avoir vraiment le côté éthique et qu'est-ce que vous faites de mes données et est-ce que vous êtes sûr que vous les protégez bien? On parlait de santé et tout. Ça commence à être un élément concurrentiel, différenciant, fort, prouvé, affirmé et donc prouvé aux clients qu'on garantit ça, c'est un élément aujourd'hui essentiel. Ça, c'est un thème que j'aimerais qu'on aborde tout à l'heure. Faut-il communiquer aux clients toute la sécurité? Michel Van Avermaet, vous voulez réagir, j'imagine? Oui, moi je voudrais réagir parce qu'on ne parle pas assez aussi de l'utilisateur. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans la transformation digitale, ceux qui utilisent nos systèmes d'information, c'est les enfants de la génération Y, qui, eux, sont nés dans le numérique voilà, dès le départ. Aujourd'hui, donc, nous, dans nos entreprises, on était un peu les sachants. Regardez l'âge de ceux qui interviennent aujourd'hui. Ceux qui sont derrière les claviers aujourd'hui, ils n'ont pas le même âge que nous et on ne peut pas leur raconter comme à nos anciens utilisateurs, ben ça c'est pas possible, c'est trop dangereux. Aujourd'hui, ils sont nés, ils sont avec Facebook, ils sont connectés tout le temps au numérique. Donc ces gens-là, si on ne les accompagne pas, aujourd'hui, ben voilà, ils nous laisseront tomber, ils nous laisseront de côté. Donc ça c'est important aussi. Notre rôle de sachant est justement de les accompagner sur la bonne voie. De s'adapter. Le changement n'est pas que dans la partie, on va dire, logistique et application, c'est aussi le changement des usagers aujourd'hui, qui aujourd'hui demandent à pouvoir accéder à l'information partout et avec n'importe quel type de device. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Oui, il y a beaucoup d'entreprises. Loïc Guézot, vous vouliez réagir, puis après je vous redonne le micro. En fait, c'était un peu le même sujet. La partie technique est très importante et il y a beaucoup de challenges dans ce qu'on doit faire pour rester au niveau des attaquants. Mais bon, c'est notre métier, on le fait bien et on continuera à le faire. Maintenant, une transformation numérique, c'est majoritairement les usages et les utilisateurs qui sont en face. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'anticiper et de mettre en place les bons investissements au bon niveau, en investissement en techno, mais aussi et surtout en sensibilisation, en transformation des usages. Et c'est là où est la vraie difficulté. Parce que du côté des attaquants, c'est toujours le même discours, mais pour eux, c'est très facile de court-circuiter tous les usages et d'aller taper n'importe où, voler de la donnée, qui est l'or noir, c'est bien la cible aujourd'hui. Hein. Nous, c'est ce qu'on voit dans notre quotidien. En permanence, en 24/7, avec une sorte de dénationalisation des ennemis, enfin des attaquants. Donc la complexité, elle est vraiment dans la mise au carré de ces deux problématiques. Technologiques, ça, on y arrive à peu près. Mais ensuite, dès qu'on est sur les usages et sur l'accélération des techniques d'attaque, c'est de l'humain, quoi, quelque part. On va essayer de l'aborder. Je donne la parole à Alain Boyer, mais je crois que vous voulez tous réagir. Et ensuite, Jacques Marzin. Oui, moi je voulais réagir par rapport à la question du combien on met de sécurité finalement. Voilà, combien on met sur la table. Alors c'est vrai que Michel a eu la délicatesse de rappeler notre grande maturité d'expérience. On a appris depuis tout petit qu'il fallait faire des analyses de risque, qu'il fallait classifier. Je vous rassure, on fait toujours ça et on sait toujours effectivement quels sont les bijoux de la couronne et où est-ce qu'il faut mettre de l'argent. Mais quand on regarde aujourd'hui les motivations des attaquants,
Et ce qu'on a vécu ces derniers jours, c'était tout de même des motivations voilà, relativement inattendues. Et quand M. Poupard dit ce matin, oh ben, d'effacement de site web, c'est pas grave, c'est un graffiti sur la vitrine. Ça fait beaucoup mon œil. Enfin, je veux dire, quand une entreprise se fait défacer, et on va parler tout à l'heure de la confiance, bah, la confiance, elle est quand même un tout petit peu égratignée après un défacement de site. Hein. Alors, je ne parle pas effectivement des petits sites ici ou là développés à moindre frais et pour simplement présenter tel ou tel organisme ou telle association. Moi, je parle des vrais sites marchands. Quand vous vous faites défacer et que vous êtes, voilà, vous avez pignon sur rue sur le web, c'est compliqué de remonter la pente. Donc ça veut dire que l'information, si on fait de la classification d'information, l'information qu'on va publier sur le site, elle est par définition non classée, enfin elle est publique, elle est ouverte aux 4 milliards d'internautes. Or, il faut bien quand même, par rapport à cette information-là, si on ne veut pas justement se faire défacer, eh ben, mettre le paquet d'argent qu'il faut pour empêcher que les attaquants viennent l'esquinter. Donc je crois que si vous voulez, la problématique de combien on met sur la table, enfin moi je dis toujours ça à mon comité de direction quand je vais les voir, d'ailleurs je leur dis plus parce qu'ils ont l'habitude, j'ai une mauvaise nouvelle, ça va vous coûter encore plus cher que l'année dernière. Pourquoi? Parce que c'est simple, on est de plus en plus exposé, les systèmes d'information sont de plus en plus ouverts, l'information est de plus en plus dispersée, hein, je ne parle pas du Shadow IT et de tout ce qu'on pourrait évoquer en matière de dispersion de l'information. Et si on veut effectivement une protection correcte de cette information, eh bien, il faut mettre de l'argent sur la table. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on est au FIC avec quelques sponsors. Voilà, bah, moi ça a le mérite d'être clair. Loïc Guézot voulait réagir. Je vous donne la parole, Bruno Brocheton, et puis Jacques Marzin, je vous donne la parole. Mais je voulais très rapidement juste citer une anecdote sur les nouveaux usages et les choses surprenantes. Le mot-clé FIC 2015 est monté très haut dans les tendances de Twitter ce matin, notamment pendant l'allocution des ministres. En même temps, il a été utilisé dans des tweets de pro-djihadistes, simplement pour se donner une meilleure visibilité. Donc il y avait ce matin, pendant que nos ministres parlaient, ce tweet, ce hashtag FIC 2015, qui était utilisé juste comme annotation pour être associé à l'événement quelque part. Et dans ce cas-là, on lutte comment? Il faut déjà être vigilant, vous me direz, oser déjà regarder ce qui se passe. C'est une exposition publique, on ne peut pas empêcher l'utilisation d'un tweet, mais tout d'un coup, c'est une perturbation parallèle, c'est un graffiti d'un nouveau genre qui apparaît. Si vous suiviez le mot-clé FIC 2015, tout d'un coup, vous avez des revendications anti-France. Mais dis donc. Bruno Brocheton. Beaucoup de choses à dire, on va se limiter. Un des éléments importants que je n'ai pas cité tout à l'heure, nous, dans l'entreprise 2020 à l'ère du numérique, vous l'avez dit, c'est le fait de développer une culture numérique, hein, éviter les fractures, accompagner les nouvelles pratiques, accueillir les nouveaux arrivants, qu'ils soient jeunes ou pas. Donc ça, c'est essentiel, cette notion de culture, pour répondre à... Bon, après, sur le côté d'effacer, j'étais pas là ce matin, mais un site web d'effacer, il y a quand même des entreprises, j'en connais au moins une, où son plus gros actif, il est immatériel et c'est sa marque. Voilà, et dans le type de business dans lequel on est, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc ça, c'est l'autre point. Après, sur le point d'équilibre, je disais tout à l'heure, dans toute stratégie est numérique, hein, et dans toute stratégie, il y a une certaine prise de risque. Il y a une certaine prise de risque. Donc ce qu'il faut, c'est prendre les risques qui vont bien à l'aune de cette stratégie. C'est ce que ça importe. Je vais redire très rapidement, je ne prends pas beaucoup de temps, mais les 4 premiers éléments, hein, les 9 enjeux et défis: réinventer le modèle d'affaires, multiplier les partenariats, repenser l'organisation pour mieux innover, du collaboratif, etc., et valoriser les données et créer la confiance. Donc à chaque fois, quand je vous cite ces 4 premiers éléments, c'est que de l'ouverture du système d'information, c'est que de l'ouverture, c'est que de l'agilité. Donc si je prends l'aspect budgétaire, effectivement, il faut faire du privacy by design, il faut faire du security by design dès le départ. Et c'est pas parce qu'il y a des méthodes agiles au contraire, ça n'empêche pas. L'autre aspect, je ne sais pas ce que c'est un Chief Digital Officer, mais on pourra en parler autour d'un café, mais si c'est quelqu'un qui fait du test and learn, du test and adjust, et qui derrière s'appuie sur des professionnels pour faire tout ce qui est sécurité, ça va. Si c'est quelqu'un qui fait du quick and dirty, il n'a pas sa place dans nos entreprises. Je ne sais pas au niveau de l'État, mais en tout cas dans nos entreprises, il n'a pas sa place.
Donc c'est un vrai sujet, ça. On a effectivement des jeunes générations ou des gens issus du monde du marketing qui pensent que c'est plus comme avant, ils peuvent faire comme ils veulent et les outils, et que Dropbox, c'est très bien. Bon, tout à l'heure, je vais quand même vous demander, vous, quel rôle doit jouer la cybersécurité, et on parlera de cette question de confiance. Jacques Marzin, j'ai vu 2 tweets passer, je vous les donne. Comment les agents de l'État réagissent à cette double ambition de sécurité et de simplification? Est-ce que c'est compatible? Bon, ils sont en première ligne hein, sur ces sujets-là, en particulier ceux qui sont au guichet. Hein. Donc je crois qu'ils sont extrêmement sensibilisés à ces deux questions, plus aux questions de l'usage d'ailleurs qu'aux questions de la sécurité, même si de temps en temps ils la vivent quotidiennement, la sécurité, mais pas par la voie numérique, hein, plutôt par la voie physique, des gens qui viennent hurler sur l'insatisfaction qu'ils ont par rapport au service public. La difficulté qu'on a plus, c'est comme partout, c'est la problématique de la transformation des usages et des systèmes. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une grande attente de leur part à ce qu'il y ait davantage de continuité, d'une part, entre ce que font les internautes en matière de transactions publiques et la visibilité qu'ils en ont au niveau du guichet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, je crois, 2 transactions sur 3 qui n'aboutissent pas sur mon service public, parce que c'est trop compliqué sur la dernière page, et pour autant, la personne va donc aller au guichet, et pour autant, on est obligé de tout refaire, la procédure, depuis le début. Puis le deuxième aspect, c'est comment, dans des lieux qui deviennent de plus en plus polyvalents, notamment dans les zones de déprise humaine, hein, où les services publics se font aussi rares que les citoyens, comment des généralistes peuvent faire face à la complexité sans avoir des systèmes d'information qui les rassurent sur le conseil qu'il s'apprête à donner et qui est souvent pris par le citoyen comme un rescrit, hein, c'est-à-dire comme un engagement de l'État sur des choses qui ne sont quand même pas d'un degré de simplicité biblique. Donc c'est plus du côté de la transformation que se pose le problème vis-à-vis des agents que du côté de la sécurité. J'avais un deuxième point, mais là ça élargit un petit peu votre... Mais c'est juste pour répondre à un truc, puisqu'il y a eu cette question. Quelles initiatives de l'État pour pousser les PME à la cybersécurité et qui en a les missions? C'est des questions qu'il faut poser à l'ANSSI, puisque alors pour le coup, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information a une mission très large au niveau du territoire national hein, sur ces sujets-là. Ça rentre dans les préoccupations des structures régionales mises en place par Madame le maire, hein, qui, je crois, est là demain, mais qui surtout est soutenue par nos collègues de l'Agence nationale. Donc je leur laisserai le soin de répondre à cette question à celui qui a tweeté. Moi, je voudrais revenir sur les usages quand même pour noter 2 choses. On a l'habitude d'intégrer la sécurité assez facilement dans les grandes cathédrales informatiques. Ça pose pas trop de problèmes. C'est jamais pris suffisamment en amont et donc on découvre un peu tardivement des choses. Par contre, on a beaucoup plus de mal dans les organisations comme les nôtres géantes, hein, à accompagner les mouvements d'hyper-rapidité. Les mouvements d'hyper-rapidité, c'est parfois un texte de loi voté la nuit, on n'a rien demandé à personne, nous. Hein, et puis voilà, il faut que l'évolution du système, pas triviale parfois, soit présente pour le citoyen à une date donnée. Bon, on ne va pas tout poser l'appel pour faire autre chose. Et puis, c'est ces démarches agiles où, si, on fait du quick and dirty dans un cadre expérimental. Oui. Eh oui. C'est pour ça qu'il faut, dans un cadre expérimental. Nous, la difficulté, quand on parle de prod, c'est tout de suite 10 millions. Hein. Donc un cadre expérimental, ça peut être territorial. Et là, effectivement, la difficulté, c'est de réinventer les nouvelles méthodes d'accompagnement qui font que le sujet sécurité est bien adressé depuis le début. Alors nous, on tâtonne là-dessus. On a de ce qu'on appelle des équipes hyper agiles hein, qui font des choses comme ça. Et on s'attache à travailler en hamac derrière elles. Mais derrière elles, parce qu'elles ne vont pas se laisser perturber par ce genre de choses. Hein. Leur problème, c'est régler le problème de le non-accès au droit. L'accès au RSA activité, 80% des demandeurs renoncent à le demander tellement c'est compliqué de l'avoir. Hein? Bon, ben ça, on a trouvé une organisation avec nos collègues de l'ANSSI, avec quelqu'un de chez moi. On suit à la trace ces gigognes du numérique moderne, hein, et ces vigognes, pardon, et on essaie de baquer le sujet
en mettant la sécurité au niveau qui correspond, à la sensibilité du sujet qui est traité. Après tout, je vous assure que la personne qui est en situation sociale extrêmement difficile, qui n'arrive pas à obtenir son droit, la protection de ses données personnelles contre son gré, c'est pas franchement son problème, quoi. Et puis ensuite, de l'adapter au niveau d'expérimentation qui est en cours et d'arriver à accompagner ça progressivement dans la progression du chantier. Et ça demande une disponibilité plus continue. On n'est plus dans le domaine cadencé des études effectuées et puis discutées dans des comités assez complexes. Et donc là, ça fait finalement que le traitement de ces sujets compliqués devient une affaire d'hommes dans l'accompagnement permanent, et comme toute affaire d'homme, avec ses excès, ses incompréhensions. Et moi, ce que je note, c'est que plus on a cette complexité, plus l'intelligence, enfin l'état-major doit s'emparer de ces sujets de régulation, de cette intelligence de la prise en compte des solutions pour faire en sorte que ça débouche. Et quand je dis que ça débouche, c'est-à-dire qu'on ne s'aperçoive pas au bout du compte que les règles qu'on voulait appliquer ne l'ont pas été, ou elles ont été ardemment contournées, avec toutes les bonnes excuses du monde pour le faire. Je comprends bien cette approche, effectivement. Michel Van Alberg, dans les solutions que vous apportez, vous partez effectivement du constat que vient de nous exposer Jacques Marzin, et comme ça on comprendra mieux le rôle de la cybersécurité dans cette transformation numérique. Le constat, c'est quoi? Simplification, usage, il faut que ça marche pour être très simple, et il ne faut pas que ça soit un frein, cette cybersécurité. Au contraire, il faut qu'elle donne confiance et qu'elle fonctionne. Je ne sais pas qui veut répondre. Loïc Guézot, puis je vous poserai la même question à tous les deux, de toute façon. Je vais juste commencer, mais je dirais à la limite, cette cybersécurité, il faut qu'elle soit un frein, mais pas au sens un limitateur, au sens des freins sur une voiture qui permettent de rouler vite en confiance. Oui. Oui. Mais c'est quand même l'ambiguïté du sujet. C'est clair. Du mot, en tout cas. La cybersécurité, elle va permettre d'ouvrir en confiance. Ça veut dire qu'on est capable de fermer très vite lorsqu'on a détecté quelque chose d'anormal. Oui. Dans les usages, aujourd'hui, il y a quand même un socle qui est quelque part la généralisation de l'emploi de la cryptographie, par exemple. Une cryptographie, c'est important, mais un usage qui deviendrait trop complexe pour mettre en place cette cryptographie, c'est impossible. Donc il y a vraiment des travaux de fond à faire pour intégrer dans les usages et par exemple dans les applications le recours transparent mais efficace à la cryptographie. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Votre analyse, Michel Van Alberg? C'est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la donnée aujourd'hui qui était devenue le nouvel or noir. Je pense qu'aujourd'hui, la donnée, quand elle est dans l'entreprise, au sein du data center d'entreprise, elle est bien protégée. On parle du cloud computing. Quand elles sont dans les data centers du cloud computing, là aussi, elle est bien protégée. Aujourd'hui, c'est le transport de cette donnée aujourd'hui qui est important. C'est-à-dire la donnée, elle est fragile à partir du moment où elle se promène sur les réseaux. Bon, nous, là, Orange, on a quelque part des choses importantes à apporter au marché, justement, c'est de protéger, de créer ce cercle de confiance. Il n'y aura pas de big data sans big confiance. C'est pour que la donnée, elle soit protégée à tout moment. Quand elle est à l'intérieur dans son système d'information, bien protégée, mais aussi quand elle se promène aujourd'hui au niveau d'Internet, où là, les portes sont grandes ouvertes et où tout le monde peut pouvoir s'insérer dans cette promesse aujourd'hui de transformation digitale. Ouais. On y est sur la confiance. Oui, elle est mondialisée. Oui, ceci dit, on se traîne quand même un lourd fardeau en matière de sécurité, puisque ça fait quand même quelques décennies maintenant qu'au fur et à mesure des évolutions des menaces et des attaques, on a joyeusement empilé dans nos data centers des couches de sécurité. Moi, des fois, maintenant, il y a longtemps que je ne les comprends plus, les schémas réseau, mais quand je les comprenais encore, je me demandais comment la donnée légitime passait au travers de tout ça. Je me disais, c'est pas possible, il y a un moment donné, ils doivent débrancher quelque chose pour que ça passe. Trêve de plaisanterie, je pense qu'on a un vrai problème d'intégration. Et c'est ça notre image de marque aussi qui est un peu ternie par cette complexité. C'est que c'est vrai, et là je fais appel pour le coup à ces messieurs, c'est qu'il faut absolument qu'on simplifie cette sécurité. Et ça, ce sont des travaux qu'un certain nombre de membres du club ont menés. Et c'est très intéressant de voir que finalement, on peut faire une meilleure sécurité
avec des choses beaucoup plus intégrées. Alors beaucoup d'éditeurs proposent du tout en un. Moi, c'est vrai qu'avant, j'étais pas très pour, parce que je me disais le tout en un, c'est un peu du bricolo, de trucs qu'on a recollés avec une colle qui est à peine sèche et qui voilà. Mais n'empêche qu'on n'a pas nécessairement besoin de la Rolls-Royce de tout partout. Moi, je me souviens quand on a fait une migration des postes de travail dans mon entreprise, j'ai mis au défi, j'ai dit au DSI, écoute, je te lance un défi, je te promets que la sécurité de ton poste de travail, une fois qu'elle aura migré sous le nouvel système d'exploitation, elle te coûtera moins cher. Et c'est ce qu'on a fait, parce qu'on avait effectivement 4 ou 5 couches de sécurité embarquées sur le poste de travail. Les 4 ou 5 couches faisaient tout. Évidemment, on prenait qu'un service par marque, et puis on avait le meilleur du meilleur de partout. Ouais. Bah oui, mais voilà. Et donc quand on a fait ce travail-là, effectivement, on a simplifié considérablement la sécurité du poste de travail, mais on l'a aussi augmenté, parce que du coup, on a pris le meilleur parti de cette solution intégrée. Et là, on s'attaque au réseau. Et je vous assure que ça ne va pas être simple, mais voilà, ça fait partie aussi des travaux. On n'est pas condamné non plus à empiler les couches année après année. Je crois qu'il faut aussi s'atteler à ça, et c'est un vrai enjeu, parce que si on peut pas dire d'un côté security by design, etc., et security inside, si effectivement cette architecture sécurité, il faut 50 spécialistes dans l'entreprise pour la comprendre. C'est clair. Michel Van den Berg et puis après Bruno Brocheton. Non, mais je suis complètement d'accord avec Alain. Après, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, si on prend, mettons-nous dans la peau d'utilisateur qui aujourd'hui accède, on va dire, dans une entreprise à quoi? Allez, 15, 20 applications aujourd'hui pour pouvoir faire son boulot. On lui demande de ne pas avoir le même password sur les différentes applications, de le changer tous les 15 jours, qu'il fasse au moins 18 caractères. Enfin voilà, mettez-vous à la place aujourd'hui du pauvre utilisateur, c'est impossible à gérer aujourd'hui. Par contre, quand on est une grande entreprise et qu'on a 100 000 utilisateurs, qu'on décide de mettre un programme aujourd'hui de gestion du single sign-on, etc., les coûts sont tout de suite exorbitants. Voilà, donc c'est tout ce rapport aujourd'hui entre la simplification de l'accès à l'information et les coûts aujourd'hui qui sont engendrés, qui sont très compliqués pour les entreprises, parce que allez demander à votre DG aujourd'hui de mettre plusieurs millions d'euros sur la table juste pour simplifier la connexion à ces applications pour l'utilisateur final, ça passe pas toujours de façon très simple. C'est clair. Bon, je suis d'accord, ce qui a été dit. Après, expérience passée, enfin personnelle, je trouve que sur les sujets de cybersécurité, on n'a pas toujours été très bon justement par rapport aux investissements. C'est-à-dire que les seules fois où on en parle au COMEX, c'est justement pour des investissements, pour du build, pour de la mise en œuvre. On est en général assez mauvais, on a été assez mauvais, parce qu'on redemandait justement du nouveau build et toujours du nouveau build, et on parlait jamais de total cost of ownership. C'est-à-dire du coût des opérations et du run derrière. Donc le pire, c'était d'avoir les outils, de ne pas bien les utiliser, c'est-à-dire d'avoir des milliers de numéros de carte de crédit ou de nombreux emails qui partaient à l'étranger. C'était logué, mais on ne le regardait pas, donc ça c'était le pire. Ou alors simplement on faisait exploser les coûts, mais on n'en parlait pas. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de maturité de parler en total cost of ownership. Après, bon, en abandonnant un petit peu le sujet technique, je vais vous citer deux choses par rapport à votre question. On a travaillé avec le JIT6, l'ANSSI, bien sûr, Exatrust, la CN, le CESIN et le SIGREF, sur le plan cybersécurité, un groupe de travail 33 de la Nouvelle-France industrielle. Et dans mes antisèches, j'ai pris les deux premiers titres. Première action, l'action numéro 1, c'est renforcer le niveau de compréhension et la prise en compte. Alors, au niveau des dirigeants, au niveau des cursus de formation, au niveau de l'État, bien sûr, au niveau de ça. Et l'action numéro 2, sur laquelle on travaille pas mal avec le CESIN, je vais vous le citer, c'est placer la cybersécurité au cœur de la gouvernance des entreprises. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire ne pas passer au comité d'audit du conseil d'administration, du conseil de surveillance, mais vraiment passer proactivement, non pas, je dis bien au comité d'audit, mais vraiment au conseil d'administration, tout niveau, former les dirigeants, la partie culture, la partie fonction opérationnelle. Donc là, il y a un vrai sujet, ça commence par là, quoi. Ouais. Donc tu parlais d'état-major tout à l'heure, c'est exactement ça. Jacques Marzin voulait réagir? Oui, c'est des questions de formation, parce que je suis parfaitement d'accord qu'il faut davantage d'éducation sur les aspects de sécurité, y compris pour les équipes de développement et d'exploitation. Il faudrait aussi former peut-être davantage les spécialistes de sécurité au système d'information. Je pense que c'est toujours pareil, hein, dans la découverte d'un équilibre, il faut que chacun fasse la part du chemin qui lui permet de comprendre.
quelles sont les contraintes de l'autre. Je crois qu'on progresse dans ce cadre-là. J'ai un peu le sentiment, oui. Mais ce sont de plus en plus des disciplines quand même extrêmement spécialisées. Et donc on perd quand même assez vite cette teinture. Et c'est bien en imbriquant les équipes dans une démarche quotidienne autour des mêmes projets qu'on peut arriver à maintenir ce dialogue tout à fait essentiel. On a bien compris effectivement cette importance de la formation et j'ai utilisé le terme culture à la cybersécurité. Je voudrais qu'on vienne au rôle de la cybersécurité. J'ai entendu le terme de confiance, instaurer la confiance, qui est quand même la clé de tout business. J'ai envie de poser une question, je ne sais pas qui veut répondre, mais faut-il en parler finalement à ses clients, aux usagers peut-être? Faut-il qu'une entreprise ou l'État dise « je mets tant d'argent pour que vous ayez confiance en mon système » Je sais pas ce que je vois toutes les mains se lèvent. Oui, c'est tellement évident pour nous que évidemment, il faut non seulement ça, mais le démontrer. C'est peut-être la vision de l'État. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire j'ose pas le dire parce que je risque d'être vulnérable ou quoi que ce soit. Je crois que c'est un sujet quand même essentiel, ça, cette notion de confiance. Parce qu'on parle beaucoup ici au FIC de sécurité des systèmes d'information, de sécurité informatique. Autant la sécurité informatique, autant la sécurité des systèmes d'information, voilà, ce sont des process parfaitement établis, on a des analyses de risque, on est capable de la mesurer, de la tester, mais ça reste quelque chose de secret. On ne va pas aller divulguer ici ou là quel est le niveau de sécurité de telle ou telle entreprise. Par contre, la confiance, il faut en parler, parce que c'est quand même quelque chose qui est complètement subjectif. Alors, la confiance, attention, pour moi, la confiance, c'est dans les usages qu'on la voit. De toute façon, demain, il faudrait une plénière complètement sur la confiance, comment l'instaurer. Et donc, du coup, comme cette confiance, elle est extrêmement fragile et compliquée, il faut la mériter, la confiance. Et ce que je disais tout à l'heure, vous vous faites percer un site, vous vous faites voler des données, tout ce que vous avez mis en place pour instaurer une certaine confiance entre vous, vos clients, vos partenaires, etc., pouf, d'un seul coup, tout s'écroule. Donc, je pense que la confiance, c'est justement, contrairement à la sécurité qu'on va garder un peu secrète et un peu stratégique, pour moi, la confiance, il faut que l'entreprise soit capable de dire, bon, venez chez moi, je suis un organisme de confiance. Complètement. On en parlera demain parce qu'on parlera de la confiance numérique. Michel Van den Berg. Et puis après, je vous donne la parole parce que ça vous a fait bien réagir et ça m'intéresse. Oui. Moi, je reviens toujours là. Dans la confiance, il faut prendre l'ensemble. Et l'utilisateur, enfin, pour nous, les responsables sécurité, notre problématique, c'est la personne qui est entre le fauteuil et le clavier. Aujourd'hui, les pirates, de quoi ils s'appuient sur la naïveté des gens. Aujourd'hui, donc, si l'État, comme c'était votre question, doit mettre de l'argent, c'est sur ça. On l'a fait sur la sécurité routière. Avant, les gens disaient, mais moi je conduis bien, c'est les autres qui conduisent mal. On a informé les gens, on leur a expliqué qu'aujourd'hui, si on voulait avoir cette confiance justement sur la route, aujourd'hui, il fallait que tout le monde fasse un effort. Je pense que dans la cybersécurité, c'est la même chose. Aujourd'hui, tant qu'on aura des personnes qui ouvriront, on peut mettre tous les moyens de protection. S'il y a une personne dans l'entreprise qui laisse ouvert complètement la petite issue de secours, les pirates vont s'engouffrer dedans. Donc, s'il y a de l'argent dépensé aujourd'hui au niveau étatique, c'est de faire les mêmes campagnes qu'on a fait sur la sécurité routière, de le faire pour informer nos utilisateurs qu'aujourd'hui, cette confiance, s'il y en a un seul qui l'a trahi, et aujourd'hui, les gens vont s'engouffrer dedans. Et c'est exactement ce qui se passe. Toutes les grosses attaques informatiques sont toujours arrivées par un utilisateur qui, aujourd'hui, n'a pas fait attention et a ouvert les portes de son système d'information. C'est intéressant, ça revient souvent. Ce matin, on parlait de formation universitaire à la cybersécurité. Presque, on pourrait aller plus loin, puisqu'aujourd'hui, comme vous le disiez, la génération Y, elle est née là-dedans, utilise les réseaux sociaux, donne ses coordonnées sans peut-être comprendre ce qui peut se passer derrière. Loïc Guézot et puis Bruno Brocheton. Je vais essayer d'être rapide. La confiance aujourd'hui, si on parle de cybersécurité, c'est essentiellement des labels, des affichages qui permettent de trouver un terrain de discussion. Affichage au sens un logo, une certification PCI DSS pour des paiements carte bancaire, une qualification de produit, des critères communs, une certification nationale. Bon, ça c'est un premier niveau. Mais demain, si on regarde ce qui se passe entre, par exemple, la Lloyds, qui positionne le risque cyber sur le 3e risque de ces 12 risques majeurs, le Forum économique mondial qui vient d'introduire le risque, là aussi très haut, je ne sais plus si c'est 5e ou enfin très haut sur le risque de dépendance à une infrastructure informatique critique, ce qui va se passer, c'est que demain, les grandes entreprises vont être interrogées
peut-être dans une prochaine assemblée générale d'actionnaires sur quel est le niveau de sécurité mis en place, quels sont les processus, quels sont les investissements, quelle est la part d'investissement en cybersécurité par rapport à l'IT, par rapport... Et on pourrait retrouver ça dans les rapports annuels des boîtes, on pourrait éventuellement... Oui, tout à fait, ça fait partie... Alors, par contre, votre question, c'était est-ce qu'on doit communiquer sur combien d'argent les moyens? J'ai envie de vous provoquer, la réponse est non. On a une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. C'est-à-dire que les clients qu'on a avec nous, je veux dire, ils ont une attente, c'est un basique, c'est une fondation. J'entends bien, mais c'est intéressant ce que vous disiez. Et donc c'est une obligation sur une sorte de label qui peut rassurer le client final, quoi. Oui, mais il s'attend. Enfin, ça va mieux peut-être en le disant, mais globalement, quand vous montez dans une attraction, d'un parc d'attractions, vous êtes en sécurité. Quand vous achetez une voiture, vous êtes en sécurité. Vous partez du principe que, bien évidemment, ils respectent les normes, les labels, etc. Donc nous, on n'affiche pas, on est PCI DSS, etc. Ça paraît juste évident. C'est une attente légitime de nos partenaires, parce que en innovation, de nos clients finaux, qu'ils soient B2B ou B2C, ça me paraît. Donc, et puis après, le point important, c'est que, alors évidemment, il faut mettre des choses dans les rapports annuels, il faut expliquer un petit peu. On a les bilans, les menaces, les réactions, les accès proactifs, etc. Simplement, on ne parle pas de la même façon. Là, on doit être tous sur Twitter, peut-être on est déjà sur YouTube, on est en public, c'est retransmis dans le monde entier, etc. On ne parle pas de la même façon, peut-être que quand on est à l'ANSSI, où on a laissé son portable à l'entrée, on n'a pas rentré et entre quatre murs, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment ajuster le message. Voilà, pas de provocation, pas de prise de position trop extrême. Ouais, moi, je suis moins d'accord avec ce qu'a dit Loïc. On prend par exemple le cas de Target. Ils étaient PCI DSS, ils avaient tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, l'incident et l'attaque, le SOC de Target l'a détecté. Ils ont remonté l'information à leur direction générale en disant il faudrait arrêter l'ensemble des caisses et des moyens de paiement la veille de Noël dans tous les magasins. On leur dit écoute, tu nous écris une note de service et on regardera ce qui peut se passer. Donc je pense qu'on peut, pareil, l'ANSSI dit aux OIV, il y a obligation de détecter les incidents de sécurité. Obligation de détecter, mais c'est pas possible, tout simplement. Prenez des gens comme nous, Orange, avec le réseau qu'on a aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on puisse nous obliger à détecter toutes les tentatives d'attaque sur un réseau mondial comme celui d'Orange? Voilà, donc les lois ne feront rien, la régulation ne font rien. Ce qu'il faut, c'est former les gens, informer les gens, prendre en compte, tout protéger est illusoire. Voilà, il faut vraiment que les entreprises capitalisent sur leurs actifs sensibles, les protègent et sachent gérer les incidents inévitables, parce que tout le monde continuera à avoir des incidents. Ça, je pense que c'est... Dans mon propos, je voulais juste citer l'exemple de la certification comme le premier niveau d'échange qui existe aujourd'hui, mais je voulais souligner que c'était insuffisant et qu'il fallait passer à des communications plus institutionnelles d'entreprise pour montrer l'engagement pour la transformation numérique avec de la cybersécurité, justement. Mais je pense que le rôle de la cyber, on parle dans la transformation digitale, mais je pense que le rôle du RSSI au sein de son entreprise, d'abord, il doit sortir de la DSI, et deux, il doit vraiment avoir un rôle qui permet aujourd'hui de dire, quand on nous remonte des alertes, aujourd'hui, ça doit être pris en compte parce que c'est sérieux, quoi. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc on a encore des progrès à faire, c'est ce que vous tant mieux. me dire. Ça occupe. Pour le mot de conclusion, enfin un rapide tour de table, Bruno Brocheton, vous voulez rajouter ou compléter ou... Non, ça va aller super vite. Dans quelques jours, avec le CIGREF, on a travaillé avec un cabinet qui s'appelle Futurible, sur un ensemble de scénarios, c'est-à-dire les menaces externes, les opportunités, etc. Sur donc les scénarios et qu'est-ce que ça veut dire en 2020 pour les entreprises par rapport à la cybersécurité. Et juste simplement, moi je vais pas, on n'a pas le temps, mais le premier point, c'est effectivement revoir le rôle du RSSI. Si l'information est un actif stratégique, si le RSSI est cloisonné, etc., et qu'on parle de compétences transverses, de projets transverses, etc. Donc vraiment, est-ce qu'il doit aller vers un rôle de cyberstratégie économique, etc., etc. Donc c'est juste pour un peu un teaser pour la prochaine publication. Voilà qui est dit. Alain Bouillet. Ça tombe bien puisque le CESIN a été créé pour ça, pour professionnaliser cette profession de RSSI, la sortir un peu de la soute et de lui donner la parole, parce que c'est vrai que souvent, ce qui fait un peu mal dans notre profession, c'est qu'on est le plus souvent en première ligne. Alors en première ligne pour aller
réclamer des budgets au DSI, à la direction générale, etc. En première ligne, quand ça se passe mal, hein, effectivement, on a tous vécu, on était tous plus ou moins la semaine dernière en cellule de crise, hein, et donc on est en première ligne. Et puis quand il faut parler de sécurité, ben, on n'a pas le droit parce que voilà, c'est secret, la com veut pas qu'on en parle, etc. Donc c'est pour ça qu'on a créé le club, nous, c'est pour effectivement redonner un peu la parole et au RSSI, et je suis convaincu que cette profession, on a parlé du Chief Digital Officer et monsieur s'est un peu interrogé sur qu'est-ce que c'est que cette bête-là. Mais je pense que le RSSI va devoir évoluer vers un rôle effectivement où il va être complètement connecté à cette digitalisation. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si jamais l'entreprise ne le fait pas, ça se passera forcément mal et elle sera très vite rattrapée, non pas par la police, mais par les méchants. C'est clair. Michel Van der Berg, un mot rajouté peut-être sur ce... Non, bah, je dirais, bon, voilà, en début d'année, on peut se faire des vœux tous ensemble. Et voilà, nous, en tant que fournisseurs de services, on a vu qu'en 2014, on intervient encore beaucoup en mode médecin légiste, c'est-à-dire on vient beaucoup aider les entreprises après une attaque et regarder un petit peu de quoi la personne est morte. Et qu'est-ce qu'on voilà, faire du préventif. Donc voilà, le vœu que je pourrais faire sur 2015, c'est qu'on puisse se transformer en Dr House, c'est-à-dire d'aider à faire le bon diagnostic pour qu'on puisse anticiper justement l'attaque et faire ce que les gens repartent de l'hôpital sur leur deux pieds. Voilà, c'est un peu le vœu que je fais pour 2015. Ah ben voilà qui est dit. Loïc Guézot, petit mot. Je crois que le mot important, c'est effectivement anticipation pour pouvoir accompagner ces transformations numériques. Et bien séparer les responsabilités et les actions sur ces sujets, en particulier en travaillant avec, par exemple, des prestataires qui sont spécialisés dans ces traitements d'incidents de sécurité, détection, etc., etc. L'entreprise se transforme numériquement vers des nouveaux usages. Ce n'est pas pour autant qu'elle doit devenir son propre producteur d'énergie de sécurité informatique, si je peux employer le terme. Et là, on est en train de vivre cet ajustement en même temps qu'on constate aussi quelques tourbillons non souhaités avec les événements récents. Le Monde, encore aujourd'hui, cet après-midi, qui était attaqué. La transformation numérique du monde n'avait peut-être pas intégré le fait que des inconnus pouvaient quasiment publier sur le site officiel du Monde au nom du Monde. Oui, effectivement, ce qui est quand même assez angoissant. Jacques Marsin, pour le mot de la fin. Voilà. Il n'y a pas de fin à cette affaire, mais on ne va pas y passer la nuit non plus. Non, on ne va pas y passer la nuit. Simplement, je vais juste terminer par une anecdote. On est en train de développer un composant essentiel pour l'État plateforme. C'est pas grand-chose à faire. C'est déjà fini. Ça a pris 3 mois de travail. On ne veut pas gâcher la confiance. Et aujourd'hui, je suis obligé de résister fortement à des volontés de déploiement rapide, parce que je sais que, alors que ça ne transporte rien, alors que ça n'expose aucune donnée personnelle, si ça ne résiste pas correctement à la première agression qui ne manquera pas d'arriver, la confiance est perdue. Et c'est d'autant plus dommage que je ne voudrais pas qu'on en aboutisse à la conclusion que des usages anodins nécessitent un très haut niveau de sécurité. Et à chaque fois que la confiance se perd, en fait, on relève l'exigence de sa démonstration, et ça n'est pas toujours en adéquation avec la volonté des entreprises et des citoyens de payer moins d'impôts. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos éclairages. Je vais vous demander de...